Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et nous retrouvons pour le 35e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Et pour ce faire, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff. Bonsoir tout le monde. Camille. Buonasera ragazzi. Et Alexis. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, on parlera de ce qui s'est passé dans les différents championnats. Et bien évidemment, un petit mot sera également fait sur la CAN, ce qui s'est passé donc dernièrement et éventuellement les demi-finales qui se profilent dans les prochains jours. Alors, au grand plaisir de Camille, je serai pour qu'on parle en premier lieu de la Serie A. C'est vilain ça comme tacle, c'est vilain. À peu près aussi vilain que les tacles que je vais faire sur Allegri. Mais oui, on peut commencer par la Serie A, comme ça sera fait. Et donc, au niveau de la Serie A, nous sommes actuellement sur la 23e journée de championnat. Et bien évidemment, avant de parler du gros match, du big match du 4, il y a quand même eu certains autres résultats, des résultats pour le haut de tableau qui sont intéressants, en plus du match d'aujourd'hui entre l'AS Roma et Cagliari. D'ailleurs, l'AS Roma va très bien, gagne 2-0 contre Cagliari. Pellegrini, passeur et buteur, Dybala, buteur. Ça va bien, ça roule pour eux. De Rossi, ça semble bien. Le De Rossi ball, ça marche bien. Ça passe bien, ça marche bien. C'est cool pour eux. Souhaitons-leur de continuer comme cela. Le prochain match en plus c'est contre l'Inter, donc ce sera le premier gros test pour De Rossi. Ça va vraiment pas être facile pour lui d'ailleurs au passage. Enfin, concernant donc les autres, oui. Qui disait que c'était fermé en Serie A, ouais. Au niveau des scores. Quand on regarde les scores, à part 3-0-0 entre l'Empoli et le Genoa, l'Udinese et Monza et Torino Salernitana, on a eu des gros scores quand même. Ouais, il y a eu beaucoup de buts, bon, hormis Naples, où il y a eu, c'est une courte mais précieuse victoire de Naples, qui est parti la chercher en fin de match. Mais il y a déjà la contre-performance de la Fio qui perd 3-2 contre Lecce. Alors qu'il menait jusqu'à la 90e. Ouais, c'est surtout ça, vraiment, se faire rattraper sur le gong, se faire rattraper et perdre sur le gong comme ils l'ont fait, c'est dommageable, surtout que maintenant ils passent 8e. Ils passent 8e, bon, pas très loin de la dernière place européenne, occupée par Bologne, qui a 36 points, donc ils sont pas très très loin, mais néanmoins, il y a... Attention. Mais ils se sont bien écroulés quand même sur ces dernières rencontres. Effectivement, oui. Sur les dernières rencontres, c'est quand même un peu plus compliqué. Que ce soit contre Lecce, contre l'Inter, contre l'Udinese, contre Sassuolo également. C'est plusieurs raisons. C'est pas dur. Sur leurs 4 derniers matchs, ils en ont gagné aucun. Ouais. Sur les 12 derniers points, ils en ont pris un. C'est ça, c'était contre l'Udine. Ouais, le début d'année 2024, du moins, ne se passe pas très bien pour la Fio. 2024 n'est pas une bonne année pour l'instant pour la Viola. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, après... Après, il y a le Bologne qui a gagné 4-2 face au Sassuolo, grâce notamment à un but de l'ami de Jeff, Alexis Selmakers. En toute fin de match, qui est rentré en jeu d'ailleurs, il n'était pas titulaire au coup d'envoi, mais qui clôt la marque en effet, qui marque le 4e but dans ce match-là. Dans le match de l'Atalanta face à la Lazio, c'est un autre ami de Jeff qui s'est offert lui un doublé, le belge de Kettler, qui s'est imposé d'abord sur penalty avant de marquer le 3e but de l'Atalanta. Merci pour les 25 millions à peu près. On vous remercie par avance, la DEA. Et bon, le but de la Lazio, a-t-on besoin de dire
qui l'a marqué, c'est évidemment ce bon vieux Ciro Immobile sur penalty. Comme c'est étrange. Comme d'habitude. Mais Immobile qui est en délicatesse bon, c'est depuis l'année dernière déjà, mais il est en délicatesse et c'est un peu plus compliqué pour lui sans les pénaltys. Mais c'est un peu plus compliqué tout court cette saison-là et bon, à voir s'il va réussir à se rattraper en deuxième partie de saison, mais c'est vrai que la première, elle était nettement en dessous de ses standards habituels à la Lazio. Et l'Atalanta d'ailleurs qui, elle, par contre, va très très bien. Sa dernière défaite va vraiment très très bien. Sa dernière défaite, c'était contre Bologne en championnat. Enfin, ça remonte à décembre 2013, 23 décembre 2013, quand Bologne est 2023, tu veux 2023, dire. Pardon, 2023. C'était quand Bologne. Parce que sinon, franchement, ils sont très très bien l'Atalanta. C'est vrai. Sa défaite, ça va. On est sur du Scontoriga ou sur du Levadia Tallinn, des machins comme ça, quoi, Sheriff Tiraspol. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'Atalanta, en ayant se porte très bien. Et avant son gros match, c'est deux gros matchs, pardon, parce que elle prend l'Inter et le Milan coup sur coup. Ben, du coup, 2 fois à Milan en plus d'ailleurs, le 25 février et le 28 février, ce sera... C'est quand même assez court quand même comme délai. Ça fait 3 jours. Ouais, mais comme ça au moins ils ont pas besoin de faire l'aller-retour, ils restent à l'hôtel. Ouais, bah oui. Ils ont ouvert 3 jours et puis c'est bien. En effet, mais c'est par rapport à la pelouse de San Siro, ça fait quand même un peu court en général. Oh, c'est pas grave ça. Mais oui. Vous avez un grand stade. Oui, de ce fait, oui. Voilà, le 25 et le 28, l'Atalanta donc jouera contre d'abord le Milan et ensuite l'Inter. Et donc elle pourra prendre, elle jouera contre Gênes dans quelques jours, ensuite contre Sassuolo. Ce sera avant les 2 gros tests de Milan de prendre un maximum de points. Et du coup, ce sera super intéressant quand même de voir le match déjà contre le Milan et le match de l'Inter. Pourquoi ? Parce que c'est un match qui peut propulser l'Inter à 7 points de la Juve. Et là, on va dire que ça pourrait avoir une incidence capitale sur le... Enfin, capitale. Ça pourrait avoir une gigantesque incidence sur la course au titre, déjà. Et je pense qu'on va parler d'ici pas longtemps, mais tu connais mon opinion. Ouais. Pour moi, le titre est déjà relativement joué. Mais bon, je pense que Jeff va quand même un petit peu nous parler du match du Milan, vite fait. Oh, bah on peut, hein. Que je reprenne mes notes. Donc Milan a affronté Frosinone sur sa pelouse. Fin du match, le score de 3-2 en faveur de Milan. Faut vraiment pas être cardiaque pour supporter cette équipe. Je l'aime, mais voilà, faut pas être cardiaque. Premier but à la 17e minute par Giroud sur une passe décisive de Leao. Ensuite, 24e but sur penalty d'un ami de Camille, cette fois-ci. En l'occurrence, il s'agit de Soulé sur penalty. 65e minute, pardon, deuxième but de Frosinone, pardon, avec Mazzitelli, pardon, et Soulé en passe décisive. Ensuite, Milan qui revient grâce à Gabia sur une passe décisive de Giroud à la 72e et Jovic qui marque, qui était entré en cours de jeu à la 81e et qui marque un but. Ce joueur, franchement, je trouve que faut en parler quand même, c'est quand même un sacré joker. Milan a bien fait quand même de le prendre, même s'il était vraiment à relancer. On en a déjà parlé une paire de fois, mais c'était clairement un joueur qu'il fallait relancer. Et là, franchement, ça fait une paire de matchs qui rentre en cours de jeu et il renverse la situation. Il renverse la situation. Score final 3-2, c'est grâce à lui, puisque c'est lui qui marque le but de la victoire. Un très beau but. Normalement, non, c'est même pas normalement, c'est que ça va se faire. Le contrat va être prolongé, je crois, de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a une option à 2 ans, ça va être prolongé là dans les semaines à venir. Ça fait partie des gros chantiers avec Maignan notamment. Maignan qui est très courtisé notamment par le Bayern Munich, mais qui lui demande environ, je crois, 7 à 8 millions par an. Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente, comme on avait fait avec Leao, aux alentours de 5 millions, plus des bonus, etc. On ne sait pas. Mais ça fait partie des affaires à suivre. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est de ce match-là, Milan consolide sa 3e place.
Il n'y a pas à dire. Moi, franchement, si Milan perd sa troisième place, ça voudra dire tout simplement qu'il y a eu un gros turnover à cause de l'Europa League et qu'il y aura eu une hécatombe de blessures, que Pioli n'aura pas réussi à gérer comme d'habitude. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais sinon, il y a pour l'instant 10 points d'écart sur l'Atalanta, donc 49 points, 39 pour l'Atalanta. Je pense qu'il y a comment l'expression, un bon petit matelas, si je dis pas de bêtises, pour la troisième place. La deuxième, est-ce qu'elle est accessible? Je ne sais pas, mais en tout cas, la troisième, c'est certain. Je ne vois pas Milan en dehors de la Champions League la saison prochaine. Franchement, ce serait un échec, mais plus que total si ça arrivait. Même si vous étiez en dehors en dehors du podium, en ayant 10 points d'avance à la 23e journée, si vous passez derrière l'Atalanta, ça serait quand même une grosse erreur pour moi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Ce serait pire qu'une erreur, ce serait un véritable échec. Ce serait déjà troisième. Il y avait possiblement mieux à faire, même s'il faut admettre que la Juventus joue relativement bien le coup en étant deuxième, même si parce que vous avez entre guillemets l'avantage de ne pas jouer de coupe européenne et d'avoir un staff médical plus performant qu'à Milan. Mais la troisième place, franchement, pour moi, elle est acquise. Si on la perdait en cours de saison, ne serait-ce en tout cas au dernier jour, ce serait un véritable échec. Même si de toute façon, Pioli, c'est sûr à 99%, à moins de remporter l'Europa League, et encore je suis pas sûr, Pioli va sauter à la fin de la saison, et il y aurait de plus en plus de conversations avec Conte. Conte, de toute façon, s'il va au Milan, j'ai peur pour lui quand il viendra à Turin. Franchement, j'ai peur pour lui. Il est vrai. Franchement, déjà quand il est allé à l'Inter, c'était chaud patate. Alors là, s'il fait et l'Inter et le Milan, vaut mieux qu'il envoie son adjoint le jour où il joue à l'Allianz Stadium. Parce qu'il va pas ressortir vivant du stade, le garçon. Hein. Après, il y a plusieurs joueurs qui l'ont déjà fait. Hein. Je pense notamment à des Zlatan, à des... Et d'autres joueurs. Sauf que les Zlatan, les mecs qui ont fait les trois, n'ont pas joué pendant 12 ans à la Juve. Ah oui, certainement oui. Et après Zlatan, du côté de l'Inter, on peut pas avoir un mauvais souvenir de lui parce qu'il fait partie du deal, il fait partie du deal de la décennie déjà. Donc on va le remercier pour les scudettos qu'il nous a donné, remercier parce que c'est lui qui a été la clé pour nous donner l'un des meilleurs attaquants du 21e siècle. Donc personnellement Zlatan, j'ai rien contre lui. Alors à vrai dire, j'en ai rien à foutre qu'il ait fait 1000 ans après l'Inter. Il m'a donné Eto'o nous a donné la Ligue des Champions, a été un joueur prépondérant dans la Ligue des Champions, dans le triplé, donc perso, Ibra, tu vois, je n'en ai que faire de lui. Mais tandis que Conte est un petit peu une des images de la Juventilita dans les années 90, voire début des années 2000. Tu vois, là, c'est... Donc, le voir évoluer sous les autres... diriger les autres clubs, très 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 moyen, quoi. Ça fait bizarre, ouais, c'est sûr que ça fait bizarre, parce que c'est quand même... C'est pas bizarre, c'est très mal vu du côté du terrain. Et encore, dire que c'est très mal vu, c'est un euphémisme. Ouais. Par contre, je pense qu'il nous reste encore un match à parler, et mon cher Cyrus, je pense que tu as plus de choses à dire que moi, parce que moi, je n'ai pas grand-chose à dire de ce match. Autant la semaine dernière, j'avais beaucoup de choses à dire, autant cette semaine, quand il n'y a pas grand-chose à dire, on se tait, c'est tout. Donc je te laisse la parole. Sur le match du Inter-Juve, pardon. Sur le match de l'Inter, exactement. Ben, moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du fait que, bon, oui, effectivement, l'Inter a gagné ce match 1-0 sur un but contre son camp de Gacci provoqué par Thuram. Je
En fait, je suis pas spécialement satisfait du déroulé. Enfin, je suis satisfait de la victoire. Parce que ça place l'Inter à +4 et concrètement, comme je l'ai indiqué dans le débrief qui est disponible en ligne, que l'Inter du coup fait une double opération magistrale pour pouvoir gagner le titre et que en soi l'Inter, si elle n'est pas championne, c'est une faute professionnelle d'Inzaghi et il doit sauter parce que pour moi, dès le début de saison, pour moi, il n'y avait aucune équipe qui était sur le papier supérieure à l'Inter, au vu du vécu déjà de cet effectif-là, où plusieurs joueurs sont là depuis plusieurs saisons. La colonne vertébrale de l'équipe est là depuis plusieurs saisons. Elle a, on peut dire, connu beaucoup de choses, que ce soit ceux qui ont connu les débuts de l'ère Suning, ceux qui ont connu la finale d'Europa en 2020, ceux qui ont connu les joies du Scudetto, ceux qui ont connu la finale de Ligue des Champions en 2023. On est à l'aboutissement pour certains joueurs, de tout cela. De toute cette expérience-là pris, mine de rien, Bastoni, il est jeune, mais il a connu une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League, un euro gagné. Enfin, c'est fou de se dire ça, mais il a déjà vécu tout ça quand même dans sa jeune carrière. Barella pareil, Lautaro pareil. T'as des mecs comme Thuram qui ont vécu une aventure avec l'équipe de France où ils sont vice-champions du monde. T'as Acerbi qui s'est vite intégré et qui est vite intégré et qui est aussi un des meilleurs défenseurs de l'Inter, si ce n'est, je pense, peut-être le meilleur défenseur de l'Inter, peut-être depuis l'année dernière. Ça après ça c'est moi qui le pense. T'as Di Marco qui a complètement explosé aux yeux de l'Europe et qui est encore jeune. Il y a ce mélange entre joueurs d'expérience, joueurs en pleine force de l'âge, joueurs jeunes et des revanchards aussi, parce qu'à Cannes, mine de rien, c'est un joueur qui est revanchard parce qu'il est parti du Milan. Le Milan l'a laissé partir un peu facilement. Mkhitaryan, c'est pareil. Des joueurs qui ont coûté pas très cher, des bons coups, comme Sommer, qui est aujourd'hui le gardien avec plus de clean sheets en Serie A, et voire même en Europe, toute compétition confondue, avec 19 clean sheets, il me semble. Enfin, Acerbi également, qui a coûté que 2 millions et qui, sur le terrain, franchement, c'est fou ce qu'il donne. Enfin, t'as Pavard qui a coûté 30 millions et je regrette absolument pas que l'Inter ait posé 30 à 33 millions sur lui, tant en fait le type justifie. Malheureusement, il s'est blessé à un moment donné. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas de son fait. Mais il justifie amplement chaque euro investi pour lui. Et je suis vraiment, vraiment super content qu'il rejoue enfin à son poste et exclusivement à son poste. Parce que la seule crainte que j'avais sur lui, c'est qu'on le fasse jouer piston. Et là, je me serais dit, mais c'est bon, j'en ai marre, quoi. T'achètes pas Pavard 33 millions pour le faire jouer piston. Fais-le jouer à son poste de prédilection qui est défenseur central. Et là, effectivement, il est défenseur central droit, mais il répond parfaitement aux exigences. Et j'espère que Deschamps regarde les matchs et qu'ils se disent, Pavard, ça va être c'est un client en tant que défenseur axe droit et non pas défenseur latéral droit, parce que c'est clairement le gâché. Je le pensais déjà avant, mais là, clairement, les faits sont là. Pavard, laisse-le en centrale. Il est rassurant, il est performant, et c'est comme ça qu'il pourra atteindre sa pleine maturité footballistique. Et je pense vraiment, que son expérience au Bayern lui a servi, attention. Mais je pense qu'il va franchir ce cap défensivement notamment, à l'Inter, parce qu'il pourra jouer à son poste et il restera à son poste à l'Inter. On lui donnera la possibilité de rester à son poste là. Mais tout ça pour dire que oui, en termes d'effectifs, pour tout ça, je mettais l'effectif de l'Inter au-dessus de tous. Après, effectivement, la Juve, pour moi, était le second effectif qui était le plus fort sur le papier. Mais l'interrogation se situe au niveau du coach. Comment il allait pouvoir faire marcher tout cela? Et on le voit qu'aujourd'hui, Allegri, il a des tactiques de jeu qui ne maximisent pas le potentiel offensif de l'équipe. Là où défensivement, globalement, la Juve, c'est solide.
on peut difficilement dire, oui, la Juve est une équipe prenable qui prend énormément d'occasions. Non, ça reste quand même une équipe avec une assise solide. Je peux pas dire qu'aujourd'hui Bremer fait une mauvaise saison. Non, il fait une très bonne saison. C'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Et je pense que lui, Gatti, Danilo, ça tient largement. Et Chesney aussi, ça tient largement la route. Mais le bas blesse offensivement, où je pense quand même qu'il ne maximisera pas tout ce qu'il a offensivement, en sachant que là, il a Yildiz, je ne sais pas si je le prononce bien, Chiesa, Timothy Weah, Vlahovic, mais derrière, tu as Mathias Soulé, qui a Frosinone, j'espère que lui va revenir chez vous, et Alcaraz, je crois aussi, c'est un milieu de terrain, mais vocation offensive. Tu as Mathias Soulé également qui va, je pense, quand même, a tout le talent pour pouvoir gratter des minutes aussi. Enfin, c'est pas comme si à la Juve, t'avais pas de joueurs offensifs, des joueurs qui seraient capables de. Après, il y a la philosophie de jeu de l'entraîneur qui peut avoir une incidence. Et là, clairement, sur ce match-là, on peut voir que Allegri est venu pour pas perdre, vraiment pas perdre, et sur un potentiel malentendu, s'il y a moyen de mettre un but et de faire comme à l'aller, de marquer le premier but et derrière de fermer à double tour, ben, on va essayer de faire ça. Sauf que sur ce match-là, hormis globalement l'occasion de Vlahovic sur la belle incursion de McKennie, où il contrôle comme un poussin, comme tu l'avais dit Camille, pendant le match, qui contrôle comme un poussin, et donc forcément ça permet le retour de Bastoni. Ça, la frappe de Gatti qui était pas mal, mais qui passe à 1 mètre à côté. Voilà, quelques trucs à côté. Il y avait également eu une action qui après a mené un corner où c'était ultra chaud. S'il y avait eu un pied de joueur de la Juve qui traînait par là, ça aurait pu tromper Sommer. La retournée également de Vlahovic qui était pas mal, pas cadré, mais pas mal aussi dans l'intention. Mais la principale occasion, c'est plutôt la frappe de Vlahovic en première mi-temps qui aurait dû largement être mieux faite. Mais c'est ça. Quand tu regardes de plus près, tu vas te dire, ok, d'accord, la Juve aurait pu être un peu plus clinique devant le but. Mais c'est, pour le coup, une seule action franche. Là où l'Inter, si Marcus Thuram fait preuve, pêche moins dans le dernier geste, et plus réaliste, l'occasion où Di Marco... Il est servi de la droite et il se retrouve tout seul devant le but. Exact, où Di Marco lui fait la passe et lui s'en mêle les pinceaux, et derrière Bremer, je crois que c'est Bremer qui revient comme une bombe et l'empêche qui arrive et qui tacle. C'est ça. Ben, ça peut faire but. La même occasion, celle que tu as dit exactement, où il est servi à droite, et je crois qu'il essaye après de recentrer sur celle-ci, je crois, il essaye de recentrer à Di Marco, mais il fait un mauvais centre. Alors qu'en fait, il aurait dû simplement tirer. Ben, il manque encore de lucidité. Si Barella frappe à mi-hauteur au lieu de frapper en bas, ben, plus difficile pour Chesney de l'arrêter. Je ne dis pas qu'il ne va pas l'arrêter, mais c'est plus difficile d'aller l'arrêter. Si Lautaro, je ne sais pas si tu te rappelles en seconde mi-temps, quand il y a un très beau jeu à une touche de balle de la part des joueurs de l'Inter, où Lautaro s'en mêle les pinceaux et derrière il arrive pas à frapper. Il suffit qu'il ait juste le contrôle de la balle, ça peut faire but aussi également. Si Arnautovic en fin de match, il rate pas l'immanquable entre parenthèses. L'immanquable quand il est au premier poteau. Quand il est au premier poteau, super arrêt de Chesney sur ça, absolument rien à dire, mais tu retiens moins l'arrêt que le raté, parce que tu retiens plus le raté que l'arrêt, parce qu'il est quand même tout seul devant la cage et qu'il a largement le moyen de pouvoir la mettre où il veut et battre Chesney. Même si sur le coup de Chesney, RAS, rien à dire. Moi, sur ce match-là, pour moi, c'est l'un des rares qui a été au top niveau, et sans lui, tu peux facilement être à 2 ou 3-0 et ce serait complètement mérité en réalité. Voilà, t'as exactement tout dit. Tu as résumé le match de la Juve en une phrase. Notre meilleur joueur, ça a été notre gardien. Tu nous as fait 3 ou 4 parades de grande classe.
Le problème, c'est que quand t'as ton gardien qui est le meilleur joueur du match, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est pas un défenseur, ça veut dire que c'est pas un milieu de terrain, et ça veut dire que c'est encore moins un attaquant. Donc, à partir du moment-là, tu ne peux pas gagner le match. Et le gardien, franchement, tu peux absolument rien lui reprocher hier soir. Ah bien sûr, oui. C'est pour ça que je l'ai dit dans mon débrief. Sans Tech, on perd 3-4-0. Tech a été le seul, avec peut-être Bremer sur certaines situations, qui a été en mode derby. Les autres, ils étaient là vraiment, on dirait qu'ils sont venus, allez, on va faire le match, mais on sait qu'on l'a déjà perdu. Ouais, non, je suis désolé, t'es la Juve, et comme on en parlait en off encore dans la journée, à la Juve, tu ne joues pas pour être deuxième, troisième, quatrième. À la Juve, le deuxième, c'est le premier perdant. Et le problème, c'est que il y a des mecs à la Juventus actuellement qui ne méritent pas de porter le maillot de la Juventus. Et je ne parle pas forcément de leur qualité footballistique. Je parle de mecs comme Fabio Miretti. Je parle de garçons comme Alexandro. Je parle de garçons actuellement comme Pogba s'il jouait. Je parle de garçons à la rigueur même qui sont pas mauvais mais qui n'ont pas le niveau de jouer à la base comme à la Juventus, comme Timothy Weah, comme ces garçons comme ça qui sont là, qui sont bons, mais dans une véritable Juve, ils sont 18e, 19e, 20e, 21e joueurs de la Juventus. Et là, ils sont titulaires, ou même comme un garçon que j'ai beaucoup défendu, comme Philippe Kostic. Kostic, cette saison, il est nul. Il est à chier. C'est un garçon que j'ai beaucoup défendu, mais là, je n'ai plus aucune raison, je n'ai plus aucune possibilité de le défendre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ce n'est plus du tout le même joueur qui était à Francfort, qui était un des meilleurs passeurs d'Europe. Et ça, c'est des garçons qui sont titulaires à la Juventus et qui ne devraient pas l'être. Et qui nuisent tout simplement au niveau de l'équipe. Et maintenant, on va aussi parler du coach. Parce que le grand Massimiliano Allegri, il est là. Je suis un grand entraîneur. Mais garçon, tu nous dis la semaine dernière contre Empoli, je ne fais pas jouer Rabiot parce que je le préserve pour le derby d'Italia. Rabiot joue. Tu nous dis, Chiesa revient de blessure, je vais le préserver pour le derby d'Italia pour qu'il soit frais pour le derby d'Italia pour pouvoir le mettre titulaire. Tu regardes la composition au départ du match, c'est Vlahovic et Yildiz. Tu te dis, punaise, il a changé de nom quand même, Chiesa. Et il vient, il fait, ah ben non, oui, j'ai mis Chiesa sur le banc parce qu'il n'était pas prêt. Mais espèce de stronzo que t'es, à ce moment-là, ne nous fais pas la confiture la semaine dernière pour nous dire que tu le préserves contre Empoli. C'est juste que tu n'es pas foutu de mettre la meilleure équipe sur le terrain. Tu es nul, Allegri. Et ça fait depuis longtemps. Ça fait depuis son retour. Depuis son retour à la Juve. Contre les grosses équipes, le Big Six. J'ai une stat. 46 matchs joués. 13 victoires. 13 nuls. 20 défaites. 49 buts marqués, 60 encaissés. 28% de victoire. Il a marqué un seul but. Il a marqué un but sur plus d'un but sur seulement 9 matchs sur 46. Un but sur seulement 9 matchs sur 46. Ça fait un match sur 5. Ça fait aussi du 20%. Alors après qu'on ne vienne pas me parler, il a été bon. Il a été bon sur sa première passage. Parce qu'il avait encore les travaux de Conte derrière lui, qui avait fait une super équipe et qui avait un effectif extraordinaire, certes. Mais là, comme tu disais avant, les joueurs, il y a des joueurs qui sont au niveau technique, au niveau tactique, bon, comme tu l'as dit, Chesney, Bremer, Gatti, McKennie cette saison, Rabiot, Cosi, Dujan,
Chiesa, c'est des garçons très bons. Mais c'est le problème, c'est tous ceux qui tournent autour qui ne sont pas bons. Alexandro, Miretti, Nicolosi Caviglia, Fagioli, Kostic, Milik, même par moment, Moïse Kean avec ses chaussures en carton. C'est des garçons, ils n'ont pas à être à la Juventus. Là, Allegri a voulu faire jouer le petit Yildiz. Mais il croit que le gamin, il a 18 ans. C'est son 12e, 13e match là, de professionnel. Il croit vraiment que le garçon là, il va avoir les chaussures, les nerfs pour être le joueur qui va porter la Juventus lors d'un derby d'Italia. Mais Allegri, che cazzo fai? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es con. Tu veux le tuer, le petit. Ça, je suis désolé. C'est l'envoyer à l'abattoir, ils disent. C'est une jeune pépite, mais il a 18 ans. C'est sa première saison en pro. Tu ne peux pas attendre que ce garçon-là te porte l'équipe. Tu ne peux pas. Tu mets Chiesa comme titulaire, et une fois que Chiesa il a fait son heure de jeu, s'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, tu fais rentrer Yildiz. Et là, il te met le boxon. Là, il a les capacités, sur 30 minutes, de venir apporter sa folie, sa créativité, sa vitesse. Mais tu ne me le mets pas jamais de la vie titulaire, le garçon. Il n'a pas encore l'expérience, les nerfs, les épaules pour le faire. Et ça, c'est ce que Allegri ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas attendre la même chose de joueurs moyens plus, ou de jeunes joueurs, que d'un Bremer, d'un Tech ou d'un Kiko Chiesa. Il ne peut pas, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes profils. Même dans la tête, ça ne marche pas pareil, ce ne sont pas des joueurs finis. Alors, là, franchement, j'attends vraiment que la Juve se réveille. Et quand je dis la Juve, je parle des dirigeants de la Juve. Je parle de John Elkann, je parle de Lapo Elkann, je parle de tous ces mecs qui sont en haut dans leur bureau chez Exor, tout ça. Allegri, son contrat se termine à la fin de la saison prochaine. Ça veut dire que là, à la fin de la saison, il reste une saison. Donc là, les 8 millions qu'il faut mettre à la fin, tu lui donnes et tu le dégages et tu prends quelqu'un d'autre. Parce que si ça continue comme ça, on va finir, pas la Juve, on va finir comme nous, Udinese. On va finir 9e, 10e. C'est ça qu'ils veulent. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour la Juventus et c'est pas ça qui doit se passer pour la Juventus. Donc là, on a été mauvais hier. Et j'insiste vraiment sur le mauvais avec un grand M. L'Inter a été largement meilleur. Et ça, je n'ai absolument aucun problème pour le dire. Mais là, c'est même pas au niveau footballistique qu'il y a un problème. C'est au niveau mentalité qu'il y a un problème. Il faut changer ça. Et dès la semaine prochaine. Et si possible, dès la saison prochaine aussi, avec un nouveau coach. Parce que concernant ça, moi, ce que j'ai dit dans mon débrief, c'est d'accord avec la Juve d'Allegri, elle va finir dans le top 4. Très fort pourcentage de chances qu'elle finisse vice-championne d'Italie. Tu vas en Ligue des Champions avec cette équipe-là? Enfin, avec cette équipe, avec cette mentalité-là, mais tu vas finir 4ème. Tu vas finir 4ème, ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions? On va se faire manger la laine sur le dos, comme tu dis. Et à la rigueur, si on a comme 4ème, on peut tomber sur un Maccabi Haïfa ou un Elfsborg ou un machin comme ça, qu'on peut réussir à faire une victoire à la maison et un match nul chez eux. On termine de nouveau en Europa League, youhou. Mais on a autant joué là directement, l'Europa League. Ça ira plus vite. Parce que bon... Alors oui, on va me dire oui, mais c'est bien pour la Juve parce qu'on va récupérer la participation en Champions League avec les sous. Ouais, mais t'es la Juve,
ou t'es le CAC 40. Tu joues quoi là? Tu joues une équipe de foot? Ou tu joues je sais pas, une machin en bourse, quoi, une action en bourse, ou une entreprise de BTP. On n'est pas chez Total ici. On est la Juve, on est une équipe de foot. Une équipe de foot qui gagne normalement. Pas parce que bon, c'est bien, d'accord, tu vas aller jouer la Ligue des Champions, mais avec cette mentalité-là, tu vas aller nulle part. Et je vois pas l'intérêt pour la Juve d'aller jouer une compétition européenne si tu sais que derrière, ben, t'as pas les, c'est pas que c'est même pas t'as pas les moyens de figurer. Ce serait mentir que de dire quelque chose comme ça. Mais c'est que mentalement, tu vas jouer les matchs à l'aigri. On le sent tous venir. C'est qu'il va vouloir jouer les matchs, il va avoir une grosse équipe, il va vouloir mettre le bus, il va prendre 2-3-0 et va dire ah oui mais vous comprenez, on est une jeune équipe en reconstruction, c'est une équipe qui est un peu plus complète, donc nous on a essayé de faire en sorte de prendre le moins de buts possible. Tu vois, il va avoir une... Mais l'équipe elle est en reconstruction depuis qu'il est arrivé, Stronzo là. Ça fait depuis... Attends, que je regarde. Je sais plus, 2021, je crois qu'il est revenu, quelque chose comme ça. Espèce d'idiot du village, là. Oui, 2021. Mai 2021. Ça fait depuis 2021 qu'il nous dit qu'on est en reconstruction. On est en 2024, là, garçon, ça fait 3 ans. Tu veux faire quoi comme reconstruction? Tu veux faire comme Arsenal? Tu veux faire reconstruction sur 15 ans? Tu seras plus là dans 15 ans, Massimiliano. Même dans 1 an, j'espère que tu seras plus là. Même dans 3 mois, j'espère que tu seras plus là. Alors arrête avec ta reconstruction. La Juventus, elle sera aussi sans toi. Elle va te faire la reconstruction. Mais il faut faire des reconstructions avec des bases solides. Comme je dis toujours, si tu fais une maison et que tu mets des lampes au premier étage, mais que les constructions, les fondations, elles sont pas bonnes, ça va pas marcher en haut. Ta maison, elle va s'écrouler. Et avec toi, les fondations, elles sont pas bonnes. Allez, Gris. La fondation, c'est un bon joueur par ligne, un joueur extraordinaire par ligne, un excellent joueur gardien, un excellent joueur défenseur, un excellent joueur milieu, un excellent joueur devant. Et ça, c'est ce qui manque à la Juventus. Actuellement, au milieu, on n'a pas ce joueur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Chesney, il a quel âge? 35-36 ans? Oui, il est 88-89, je crois, Chesney. Ok. Et bon, Chesney, je suis désolé, mais quand il faut se souvenir là maintenant, il est bon, Chesney. Il a 33 ans. Ah ouais, ça va. Il a 33 ans, il est de 90. Mais Chesney, ça fait seulement depuis son passage à la Roma qu'il est très très fort. Et depuis chez nous, parce que faut se souvenir de Chesney en Angleterre, c'était vraiment pas génial du tout. Moi, je me souviens du Chesney d'Arsenal. C'était une catastrophe. On va appeler un chat un chat. C'était un garçon, vraiment, c'était Apoula Edel, le garçon. Ouais, c'était compliqué. Ah oui, non, c'était... il avait vraiment beaucoup de mal en Angleterre. Depuis qu'il est chez nous, c'est vraiment... Il a pris totalement une autre dimension. Il est dans un autre univers. Mais avant, ça fait 3-4 ans, quoi, qu'il a pris... il a pris un petit peu le mojo de Buffon. Buffon, il m'a dit, regarde, c'est comme ça que tu fais quand tu es gardien. Et il a appris. Il a pris l'un des meilleurs de tous les temps. Mais bon, on a un très bon gardien. On a un très bon défenseur, Bremer. Et on a 2 mecs très bons devant. Dujan et Kiko Chiesa. Mais au milieu de terrain, c'est qui notre Fouriclas? On n'a personne. On a des bons joueurs, que ce soit McKennie, que ce soit Rabiot, que ce soit Cambiaso, que ce soit des garçons comme ça, même Meretti par moment. Mais c'est des bons joueurs, c'est pas
tu ne dis pas, c'est lui le garçon qui va être un Pirlo, un Pogba première version, un Marquisio, Vidal. Oui, c'est pas des game changers. Voilà, c'est pas des game changers, exactement. C'est pas le garçon qui va te débloquer le match. Et ça, c'est un problème à la Juventus. Et on recrute des joueurs qui ont déjà les profils en fait de ce qu'on a. Et ça, c'est un problème à la Juventus qui traîne et tant qu'on ne l'aura pas traîné, ça ne bougera pas. Ouais, ça va être... Ça, c'est... Ouais, après, voilà, faut voir ce que ça va donner déjà, également dans les compétitions européennes. Bon, je pense pas qu'on aura la même réussite que l'année dernière, où l'Italie fera un 3 sur... Enfin, trois finalistes un finaliste, trois finalistes dans toutes les compétitions européennes, donc l'Inter, l'AS Roma et la Fio. Je sais pas si on aura le même taux de réussite parce que je sais pas du tout, mais bon, par contre, et même au niveau des demi-finalistes, je crois qu'on en avait 5 ou 6. La Juve est tombée en demi ou en quart? La Juve est tombée en demi contre le Séville. En quart, on a sorti le Sporting. Ouais. J'y étais d'ailleurs. Ça c'est vrai que je me rappelais. Donc en demi, ok, d'accord. La Juve est tombée en demi. Forcément Inter Milan. Donc Juve AS... c'est ça, Milan, 5. Donc oui, ça c'est fait ça, 5. 5, ouais. 5, forcément Juve et l'AS Roma, la Fio et Inter et Milan. Et la Roma, voilà. Ouais. On est bien 5 demi-finalistes sur les 3 compétitions. Ouais, c'est... Et la Roma. Et la Roma, oui. J'ai compté la Roma. Les deux équipes de Milan, Rome, Juve et Fio en C4. D'ailleurs, la Fiorentina, elle est encore en C4 cette année? Ou elle est en Europa? Il me semble qu'ils sont en Europa. Parce que je sais qu'il y a un club italien qui est qualifié, mais... Donc la Ligue Europa Conférence... Non, ils étaient en Conference League cette saison. Ah, Conference League encore le... Oh, c'est bien. Ils étaient un barrage rapide de Vienne. Ils étaient avec Genk, Ferencváros et le Kukariki Belgrade. Ok, c'est une bonne chose. Ouais, la Fio, elle a moyen de faire un bon petit parcours. De toute façon, ils ont une bonne équipe pour faire un bon petit parcours en Europa Conference League. En Europa, ça... faut voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça va quand même être... Il y a quand même de l'adversité cette année, donc bon, à voir ce que ça va donner, que ce soit le Milan ou l'AS Roma, par exemple. En Ligue des Champions, ce sera difficile pour l'Inter. Faudra voir qui elle affronte au fil des... Bon, déjà, passer l'Atlético, ça va pas être facile du tout, mais après, il faut voir qui elle prendra éventuellement en quart ou quoi que ce soit. Mais ouais, le 3 finalistes sur toutes les compétitions européennes, ça je pense ça va quand même être difficile à avoir, mais ce que je me dis par là, c'est que concrètement, il va falloir qu'il y ait du changement du côté de la Juve. Je pense, le truc, c'est que je pense qu'il manque pas grand chose non plus, mais juste un autre coach.
Ouais, voilà, un autre coach. Un vrai coach et un milieu de terrain créatif. C'est ça, et après, ils auront globalement ce qu'il faut pour pouvoir... Bon, ils n'auront pas certes, ils n'ont pas le vécu encore collectif de l'Inter. Ça, oui, je suis conscient. Mais sur le principe, ils ont tout pour pouvoir être un élément plus que perturbateur pour l'Inter l'année prochaine. Bon, même si là, tout n'est pas... Attention, sur le papier, tout n'est pas encore fini. Mais il est vrai que quand tu vois l'Inter, tu vois ce qu'elle produit par rapport à l'année dernière, où là, clairement, on sait que l'objectif principal, c'est la deuxième étoile. On le sait que plus que tout le monde, l'objectif principal, c'est la deuxième étoile. Inzaghi veut absolument également cette deuxième étoile-là, parce qu'au final, ça fait 3 saisons qu'il est là. Il a foiré la première saison et le Milan est devenu champion. La deuxième saison, l'Inter a fait n'importe quoi. Et heureusement qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions qui a apporté du baume au cœur et a un peu adouci le fait qu'en championnat, l'Inter ait fait n'importe quoi. Là, concrètement, cette année, c'est un peu l'année où il a pas le choix, en fait. Parce que là, il n'y a pas... Il n'a pas le choix d'être le meilleur, tu vois, parce que sinon on va se poser des questions, on va se dire, mais attends, la première fois tu t'es viandé, bon, ça peut arriver la première année. La deuxième année, t'as fait n'importe quoi, mais bon, t'as la Ligue des Champions, même si t'as pas gagné la Ligue des Champions, ça s'est joué sur quelques détails que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Ok, là cette année, on peut difficilement te sortir des excuses pour te dire, bon, là t'as pas fini champion parce que, ok, tu perds Lautaro, grave blessure, tu perds Barella, grave blessure. Ouais, là je peux concevoir. Mais sinon, hormis ça, si t'as tout ton effectif, tu peux pas perdre. D'ailleurs, en plus, la seule défaite de l'Inter, il me semble que c'est Sassuolo. C'est Bologne ou Sassuolo, il me semble, d'ailleurs. Même je crois que c'est Sassuolo d'ailleurs, la défaite de l'Inter. Bologne c'était un match nul, je crois. Mais l'Inter n'a fait contre le Big Six, c'est quasiment du perfect. Sauf qu'elle a fait un seul match nul, mais sinon elle a gagné tout le monde. Et même mis des scores à certaines équipes. Je crois qu'elle a mis 3-0 à Naples, 5-1 au Milan. Enfin... Pardon. Mais en gros, c'est l'équipe la plus dominante cette année et ce serait et tout autre résultat qu'un titre, ouais, pour moi Inzaghi il doit sauter parce que pas que je remette ses talents en cause, hein, non, pas du tout. Mais là, t'as pas d'excuse. Tu peux pas te permettre de perdre. Le Milan est très loin derrière. La Juve, t'as gagné le match qu'il faut gagner pour les repousser le plus loin possible. Là, t'as un boulevard qui te mène vers la deuxième étoile. Tu peux pas... Et bon, malheureusement, bon, voilà, t'es sorti de la Coupe d'Italie. Bon, ça va, ça peut arriver de temps en temps. T'étais double champion en titre. Ça va, ça peut arriver. Donc, t'as globalement que les matchs de Ligue des Champions et puis basta, quoi. Oui, t'es ric-rac en attaque. Je dis pas le contraire. Parce que Alexis Sanchez, sur le coup, cette année, c'est un peu plus compliqué. Arnautovic, il répond pas du tout aux exigences. Mais ça reste quand même un effectif talentueux. T'as le luxe de pouvoir avoir des joueurs prêts comme Fratesi sur le banc, comme Dumfries qui a perdu sa place de titulaire par rapport à des données contractuelles. Je dis bien que c'est parce que voilà, c'est surtout par rapport à ça, hein, pas à son niveau intrinsèque qui fait qu'il est sur le banc. Tu peux mettre De Vrij éventuellement en tant que backup. Enfin, t'as pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de faire quelque chose, enfin de ce type de changement-là en Italie, du moins. T'as le néo international et brésilien également, Carlos Augusto, qui est pas mal. C'est pas un crack, attention, mais en tant que doublure de Di Marco, il fait très très bien le taf. Bissek, qui sur ces quelques matchs où il a été titularisé, il a montré de très belles choses et je pense qu'avec le temps, ça ne sera que positif pour lui, en sachant qu'il y a des places à chercher, hein. Cherby n'est plus tout jeune. De Vrij, je sais pas s'il va rester très longtemps du côté de l'Inter. Bon, après son transfert il a été gratuit, donc ça va. Mais il a clairement sa carte à jouer du côté de l'Inter. À voir. Tous les chemins, en tout cas,
maintenant mettre l'Inter vers son 20e titre, bon, on verra. Le championnat n'est pas terminé, mais bon, c'est très bien parti pour. Et en tout cas, ouais, il va falloir du changement du côté de la Juve. Et je pense, ouais, si Allegri est encore là l'année prochaine, c'est que le club ne vise pas le titre, clairement. La Juve ne vise pas le titre, ce qui est une hérésie en soi. Et... Sur ce, on va peut-être faire encore le classement. Oui. Avec du coup l'Inter qui est leader avec 57 points, la Juve qui est à 4 points, deuxième avec 53 points. Le Milan termine le podium avec 49 points. Quatrième, l'Atalanta qui ferme la zone Champions League avec 39 points. La Roma est cinquième actuelle avec 38 points. Bologne avec 36 points, sixième. Napoli 7e, 35 points. Lazio 8e. 9e, la Lazio. 10e, le Torino. Le Genoa est 11e. Le Monza 12e. Le Lecce 13e. Frosinone est 14e. Sassuolo est 15e. L'Udinese est 16e. Le premier non relégable, c'est l'Hellas Vérone avec 18 points, 17e. Le même nombre de points que Cagliari et Empoli qui sont relégables. Et Salernitana ferme la marque avec les 13 points. Merci pour ces informations, Camille. On prend une pause. On va faire une petite pause et puis on revient tout de suite. Exactement, à tout de suite. Et à tout de suite. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.